Alors donc, je présente ici une recherche qu'on a fait à deux. Donc François Jaujard, qui est un collègue enseignant-chercheur avec moi en GRH, et donc moi-même, Nadine Dubruck. On est tous les deux donc de l'École des mines de Saint-Étienne au sein d'un département qui s'intéresse à tout ce qui est management responsable et innovation. Et on appartient au laboratoire Coactis. Donc en fait, là, l'idée, c'est de se répondre à cette question-là, finalement, derrière la logique de parcours qui s'applique à des travailleurs en situation de handicap, eh bien, comment ça peut participer à leur accomplissement professionnel. Alors, pourquoi cette question-là? Dans quel contexte? En fait, on est parti de l'idée que finalement, il y a une valeur socialisation qui est reconnue du travail, hein, qui a été largement décrite notamment par des sociologues, et avec cette idée hein, qui est mise en avant par l'OIT en 2018, sur le travail permet de satisfaire nos besoins matériels, mais contribue aussi à l'épanouissement de l'individu. Le travail participe à la mise en relation des individus entre eux et à la cohésion des sociétés. Alors, derrière cette, j'allais dire, chose qu'on connaît, qu'on discute assez peu finalement sur la valeur travail, qui est peut-être en train d'être mise en cause, mais en tout cas, on s'est dit, mais comment ça peut faire écho par rapport au travail des personnes en situation de handicap? Et là, on est allé chercher du côté des conditions de travail et du pouvoir d'agir, finalement, de voir que le pouvoir d'agir des personnes, tel qu'il pouvait être défini pas forcément pour les personnes en situation de handicap, mais dans le cadre par des ergonomes ou par des psychologues du travail comme Claude, eh bien, de dire que finalement, c'est le contenu du travail qui va favoriser le pouvoir d'agir. Et à côté de ça, on s'est aussi dit, mais finalement, il y a des structures qui proposent du travail à des personnes en situation de handicap, et du coup, est-ce qu'on peut les considérer comme des organisations inclusives qui proposeraient des dispositifs où on se sentirait reconnu dans une singularité et où on se sentirait appartenir, si on reprend la définition telle que Shore et ses collègues ont pu proposer. Donc avec cette idée de se sentir en sécurité et reconnu dans sa différence, pouvoir exprimer sa différence, être impliqué dans un groupe de travail en ayant accès à l'information, se sentir respecté, valorisé, écouté, influencer la prise de décision. Bon. Tout comme ça, non. En présentation. Celle-là, non. Oui, il est en PDF. J'ai voulu le faire parce que je m'étais dit que ça serait plus simple. Pas du tout. Ça y est, ça y est. Bon, peut-être je suis revenue avec ça. Alors, je reviens en arrière. Non, je suis passée en avant. Bon, je suis vraiment désolée. Alors là, vraiment, c'est bon, j'ai retrouvé mes flèches. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était de regarder comment les ESAT, dans les structures qui sont finalement dépendants de certaines lois, hein, qui ont été soumises à certaines lois et à un certain cadre juridique qui a fait évoluer la perception des personnes en situation de handicap avec certaines valeurs, qui est la promotion de la citoyenneté et des droits de la personne, la recherche de la bientraitance, le recentrage de dispositifs sur le milieu ordinaire de vie et une très forte individualisation et personnalisation des aides et des accompagnements. C'est ce qu'on a pu voir arriver à travers les différentes lois et qui finalement nous laisse dire que dans les structures spécialisées, notamment les structures spécialisées du travail des personnes en situation de handicap, on devrait peut-être bien retrouver tous ces éléments-là. Alors, ça s'inscrit aussi dans cette idée-là de dire que finalement, ce qui se joue et ce qui se fait en termes de dispositifs, c'est une logique d'inscrire une personne en situation de handicap dans un parcours de soins, dans un parcours de santé, dans un parcours de vie. C'est d'être dans une logique où l'institution ne devient plus une entité qui accompagne, mais doit permettre à une personne une ouverture sur des temps de vie, et de passer d'un projet éducatif au projet d'accompagnement pour soutenir le projet de vie. Donc là, on est sur des mots qui, effectivement, positionnent la personne, et notamment quand elle est dans le cadre du travail, sur une existence qui est vue comme un continuum de temps, de vie, qui s'offre à elle. Alors, le parcours, comment ça a pu être défini? C'est une personnalisation d'évaluation et de prise en charge, une prise en compte de différentes dimensions de la vie de la personne,
et un accompagnement qui peut être considéré sur le long terme et qui comprend aussi la prévention. Donc, on est parti dans l'idée que finalement, le temps du travail serait une étape du parcours d'une personne en situation de handicap. Donc, pour questionner ça, on s'est dit, ben, finalement, mais si on interroge les travailleurs en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le travail? Et si on met en relation ce qu'ils nous disent et les dispositifs qui sont proposés par les ESAT, eh bien, quels sont ceux qui finalement favorisent l'inclusion et quels sont ceux qui ne le favoriseraient pas? Alors, notre recherche, elle s'inscrit dans 2 études qui ont été faites pour un projet régional, avec l'idée de préparer un plan d'action régional pour fin 2021. Donc, il y a eu une première étude qui a été faite par le CREAI et qui était là, faite à partir de questionnaires diffusés à toutes les structures, tous les ESAT de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, nous, donc c'est ce qu'on appelle l'étude IRUP, on a proposé donc à plusieurs. On s'est dit, bah, finalement, il manque une parole, il manque la voix directe des travailleurs en situation de handicap. Et donc, on est allé questionner, on est allé interroger ces différentes personnes-là. Et on a participé, à partir de cette étude, aux préconisations qui ont pu être faites sur le plan régional. Donc voilà, c'était important, me semble-t-il, de resituer finalement d'où viennent les entretiens qu'on a recueillis et qui ont permis de donner les résultats que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, on a recueilli des données dans 12 ESAT de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a eu des entretiens avec 47 travailleurs en ESAT, 10 aidants et 13 coordinateurs sociaux. Alors, ce qu'on mentionne aussi là, c'est qu'on a 10 élus en CVS, comité de la vie sociale, et 6 élus en CVS des aidants. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a considéré comme des dispositifs qui permettent la représentation d'autres personnes qui sont à l'intérieur de ces structures-là. Et on verra que ça a aussi une incidence derrière. Voilà. Et les coordinateurs sociaux, alors derrière coordinateurs sociaux, on a eu des chargés d'insertion, on a eu des référents au projet. Enfin voilà, on a eu tout un tas de dénominations diverses et variées que nous, on a rassemblées en coordinateurs sociaux. Ça fait 54 heures d'enregistrement, plus de 1000 pages de retranscription. Voilà. Alors, on a choisi volontairement de faire une analyse lexicale avec Alceste. Enfin, non, on n'a pas choisi volontairement. En fait, on a fait 2 types d'analyses, je devrais plutôt dire. On a fait une analyse de contenu, voilà. Mais ce sur quoi va porter les résultats d'aujourd'hui, ça part de l'analyse lexicale avec Alceste. Donc, Alceste est un outil d'analyse lexicale qui part d'un corpus là où vous avez toutes les petites cases de toutes les couleurs, qui finalement les regroupe par proximité, en fait des analyses de correspondance avec donc des listes de mots typiques par rapport à une thématique. Et le chercheur, lui, eh bien, doit préparer le corpus déjà, ce qui est un gros travail, et puis derrière doit arriver à redonner du sens à ces différentes listes de mots qui sont proposées par le logiciel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des éléments de réponse sur ce que pourrait être le travail inclusif en ESAT. Donc, si on regarde l'analyse Alceste des travailleurs en situation de handicap, c'est-à-dire que là, on a pris tous les entretiens des travailleurs en situation de handicap et on a laissé de côté les aidants et les accompagnants sociaux, eh bien, il ressort 3 classes. Une classe qu'on a appelée le pouvoir d'agir au travail, où là, ce qui ressort, c'est l'importance des temps possibles d'expression autour du projet personnalisé, par exemple, mais aussi des temps possibles d'expression grâce au CVS, dans le cadre du CVS. Et donc, une deuxième classe donc ça, c'est la classe la plus significative qui se détache. Et puis après, on a une autre classe qui est, finalement, quand on travaille, on a besoin de s'organiser pour travailler. Et là est ressortie toute l'organisation personnelle qui est nécessaire pour travailler. Donc, ça va des transports au temps de midi, à savoir si je dois amener mon repas ou pas, si j'ai le repas dessus, et tous ces temps d'organisation entre temps libre et temps de travail qui sont ressortis dans cette classe. Et la troisième classe de discours qui ressort, c'est finalement dans le travail. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir différentes formes de travail et d'avoir des choses moi, ce qui est important, c'est le stage. À un moment donné, je suis arrivée à l'ESAT par le stage. C'est un dispositif qui est assez récurrent dans les différents ESAT, et j'aimerais bien pouvoir en refaire. Donc, on a eu aussi des choses comme ça. Des mises à disposition. Il y a une survalorisation dans certains ESAT
de la mise à disposition des travailleurs en situation de handicap qui sont mis à disposition dans des entreprises. Et ça va parfois jusqu'à je suis content parce que j'ai les habits de l'entreprise et quand je peux dire que je travaille chez machin. Et je travaille plus chez les actes, mais je travaille chez machin. Donc il y a tous ces espèces-là de formes de travail différentes qui sont ressortir sur ce qui était important finalement là-dessus, sur le travail. Alors après, on a continué, on a découpé en fait l'analyse sur ceux qui étaient là depuis moins de 5 ans, ceux qui étaient là de 5 à 10 ans et ceux qui étaient là de plus de 10 ans d'ancienneté dans les actes. Alors, dans les moins de 5 ans d'ancienneté, on voit qu'il y a une importance de gagner sa vie, qu'il y a un sens du contenu du travail et une importance de pouvoir s'exprimer et être écouté. 5 à 10 ans d'ancienneté, gagner son autonomie pour gérer les différents temps de travail. Le CVS est plus cité, et pour représenter et être représenté, le contenu de travail avec des possibilités de changement vers l'entreprise ordinaire. Plus de 10 ans d'ancienneté, pouvoir s'exprimer grâce aux instances, ça revient. Le temps de travail à temps plein ou à mi-temps est évoqué. L'adaptation du poste de travail, une nécessité. Pouvoir se former, aller vers l'entreprise ordinaire. Donc on voit que finalement, le travail comme organisateur de la vie d'une personne ressort, comme vecteur de l'autonomie ressort, et les instances d'expression ressort aussi, mais avec finalement une évolution dans l'ancienneté dans le travail. Alors en sachant que on peut être dans un ESAT depuis moins de 5 ans, mais avoir été dans un autre ESAT avant. Hein, voilà. Mais en tout cas, si on regarde ces caractéristiques sur ces anciennetés-là, voilà ce qu'on a pu retrouver. Et puis, on a regardé aussi, puisqu'on les avait interrogés, les aidants et les coordinateurs sociaux, qu'est-ce qu'ils disent sur le travail des personnes en situation de handicap. Alors, il y a des choses très particulières. Alors, il y a des choses qui redisent, qu'on retrouve hein, chez tout le monde, mais dans les particularités, la question de la place des aidants dans le travail est ressortie comme une question particulière. Puisque, en fait, pour les aidants, leur place était normale auparavant. Mon enfant était en IME, je l'accompagnais, on me demandait d'être là. Et il se trouve que cette place est réinterrogée quand la personne travaille en ESAT, puisque finalement l'ESAT est organisé comme une structure de travail et où finalement les aidants sont un peu mis à l'extérieur et ils se reposent cette question-là. Donc ceux qui trouvent un peu, alors tout le monde, enfin, alors après ça ne veut pas dire que ce soit bien ou que ce soit mal, hein, très clairement, mais en tout cas ça re-questionne leur place et la place qu'on laisse finalement à la personne en situation de handicap. Donc voilà, cette question de la place des aidants, et certains retrouvent leur place en étant membres du CVS. Hein, c'est pour ça l'importance du CVS, en étant représentant des aidants et de la famille, sur des choses comme ça. Pour les coordinateurs sociaux, on voit ressortir finalement cette histoire des différentes formes de travail en les mettant en lien avec les logiques de parcours. Finalement, pouvoir offrir différentes formes de travail, comme des stages, comme des mises à disposition, comme des possibilités de formation, eh bien, ça peut répondre, eux, ils y voient une réponse dans ce que ça peut être une réponse à la logique de parcours, finalement, et d'accompagner quelqu'un, et puis d'accompagner aussi quelqu'un en situation de handicap dans le travail, mais aussi de pouvoir répondre aux politiques publiques qui sont incitatives à éventuellement à ce que les personnes soient accompagnées hors ESAT aussi. Donc cette logique de parcours revient. Et ce qui revient dans le discours des coordinateurs sociaux aussi, c'est la question de la variété des handicaps et des nouveaux handicaps. Donc là, qui ressortait, où finalement, c'était de dire, il y a des nouveaux handicaps et il faut qu'on arrive à voir comment on fait avec ces nouveaux handicaps. Et puis, il y a différentes variétés de handicaps et donc, ça re-questionne les dispositifs de travail. Alors finalement, qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce qu'on a pu mettre au regard de la théorie? Eh bien, on voit que l'idée d'exercer son pouvoir d'agir dans le travail, ça tourne autour de la logique des dispositifs et on fait ressortir dans ces résultats-là finalement que il est nécessaire d'avoir un dispositif pour s'organiser, pour travailler. Et ça, dont finalement on parle très peu dans les pratiques d'organisation du travail, hein, c'est-à-dire que les temps de transport, les temps de repas sont importants pour pouvoir être bien au travail, pour pouvoir effectivement intégrer le travail dans sa vie. Donc l'importance d'avoir un travail, ça c'est ressorti.
Et sur les conditions d'une organisation inclusive, il y a l'idée d'être impliqué dans un groupe de travail et d'avoir accès à de l'information. Ça, on s'est dit, le CVS, tel qu'il est reformulé, tel qu'il est exprimé, représenterait cet outil-là, ce dispositif-là de gestion. Se sentir respecté, valorisé, écouté, eh bien là, on a vu qu'il y avait des outils qui existaient, qui étaient le projet personnalisé, le CVS, et puis cette question de savoir intégrer tout type de handicap. Donc, on voit finalement qu'il existe différents dispositifs de gestion dans un ESAT qui pourraient faire un ESAT inclusif, qui seraient des choses qui permettraient la participation, d'autres qui s'articuleraient à la vie sociale, d'autres qui seraient un accompagnement à l'organisation du travail. Ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, un des éléments dont j'ai pas du tout parlé dans les restitutions là, des analyses Alceste, c'était aussi l'importance de l'adaptation du poste de travail à la personne. Et ça, c'est quelque chose que les ESAT savent bien faire et qui est reconnu par les personnes en situation de handicap. Voilà sur ces éléments. Juste dire, attention, je n'ai pas dit que l'ESAT était particulièrement inclusif et que tous les ESAT avaient tous les dispositifs qui pourraient permettre cette inclusion. Voilà. Mais en tout cas, on peut considérer qu'avec l'étude, on a cerné un peu ce qui pourrait faire l'ESAT inclusif. Par contre, on considère qu'il y a deux angles morts de l'inclusion qui tournent autour de cette question du travail. C'est l'attente à l'entrée de l'ESAT. On ne veut pas, n'oublions pas que parfois, avant d'arriver à un ESAT, vous pouvez avoir fait votre projet de pouvoir travailler dans un ESAT, mais il n'y a pas de place. Ou c'est pas à côté de chez vous, c'est pas accessible pour vous, enfin voilà. Et puis, il y a aussi l'histoire de quid de l'après-ESAT. La question se pose aussi de, finalement, quand je sors de l'ESAT, comment je continue mon parcours et comment, effectivement, je trouve des dispositifs qui me permettent de rester autonome comme je pouvais l'être quand je travaillais. Voilà. Merci.